Je suis Frédéric, je suis intéressé par les écolieux depuis 6 ans. Je ne suis pas spécifiquement dans un grand sachant, parce que je suis juste dans une petite association qui s'est lancée il y a 6 mois et qui a actuellement 190 adhérents. Et puis merci à toutes les personnes qui ont vu l'événement sur Facebook, parce que là on augmente, c'est fou avec des événements comme ça. Notre association a pour but de lancer un éco-village, un écolieu en fait, dans environ 3 ans. Donc c'est un écolieu un peu spécifique parce qu'il faut le comprendre comme une association d'associations. On regroupe des personnes qui sont porteuses de projets. Et donc ces personnes s'installent ensemble dans un même voisinage. Donc c'est pas un seul terrain, c'est pas une seule propriété. Et donc après, elles lancent des projets en étant soit dans la ville, on va s'installer à côté d'une grande ville de 100 000 habitants pour que les personnes puissent trouver facilement du travail, soit en milieu périurbain avec des écolieux, des écovillages ou des habitats participatifs qui peuvent avoir du terrain. Donc on peut facilement avoir une grande maison commune, on peut facilement aussi avoir des jardins partagés, etc. Et puis des personnes qui seront plutôt en éco-hameau et donc qui seront plutôt à la campagne. Donc là je vous présente l'association vite fait en 2 minutes. Et à la suite de ça, je vous présente l'historique de ce que sont les écolieux, ce que sont les écovillages. 5 minutes. C'est chaud. Donc on a un site web, et un site Facebook. On essaye de regrouper des personnes autour de projets associatifs globaux. Donc ça peut être des amas, ça peut être des ateliers comme il y a ici. D'ailleurs à la recyclerie on répare des vélos. Ça peut être des propriétés partagées, par exemple de piscines ou d'autres choses. Et puis il y a aussi on regroupe des projets de travail. Donc ça peut être du coworking, ça peut être des entreprises solidaires, ça peut être des résidences seigneuriales avec des personnes de différentes classes professionnelles. Ça peut être aussi des écoles alternatives. Ce sont des choses qui intéressent beaucoup de monde dans le milieu des écovillages, de pouvoir aussi proposer une autre éducation que ce que propose l'éducation nationale, mais toujours en partenariat avec l'éducation nationale. On va faire ça en école sauvage. Et puis des projets militants, animalistes, féministes ou décroissants. Jardin partagé, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ah oui, et puis des projets aussi agréables, parce que ce qui fait la durabilité de tout projet collaboratif, c'est quand c'est plaisant. Généralement, dans le milieu des écolieux, on veut aussi être des modèles pour montrer qu'on peut faire les choses autrement, d'une manière alternative, et donc on essaye de donner envie. C'est pour ça qu'on a des projets comme les jardins partagés. Partager des repas, c'est très important, et puis il y a plein de groupes différents, culturels, des groupes de méditation, etc. Et puis bien sûr les projets d'habitat. Donc tous ces projets que j'ai présentés sont des projets qui sont autonomes. Ça veut dire que personne n'est jamais obligé d'adhérer à quelque chose qui l'intéresse pas. C'est vraiment une fédération de projets. On se base à fond sur l'associatif. Et donc les projets d'habitat, ça peut être soit des personnes qui ont envie d'habiter en ville dans leur propre appartement, des personnes qui ont envie de se mettre en coloc. On a déjà une coloc qui s'est lancée sur Paris, enfin au sud de Paris, pour que les gens apprennent à se connaître avant de déménager et éventuellement d'acheter un bien ensemble en 2019. Ça peut être le partage d'un terrain, avec à chaque fois des maisons qui appartiennent aux différentes personnes qui sont sur ce terrain et qui payent un loyer aux propriétaires du terrain. Ça peut être du cohabitat, et puis ça peut être aussi les éco-villages ou éco-hameaux qui souvent sont plus ruraux. Et puis ce qu'on essaie de faire là pendant 3 ans avant de se lancer, c'est d'abord de dire aux personnes qu'on existe et qu'on est là, et que si elles veulent se rencontrer avant de déménager ensemble, c'est mieux, parce qu'effectivement l'habitat partagé ou tout ce qui se fait comme ça, ce sont des personnes d'abord qui partagent des projets communs avant de se lancer. Donc on essaye de regrouper des personnes en faisant de la com, et puis en organisant des événements internes, comme on a organisé une 13 pique-nique au jardin du Carrousel cet été. On a organisé une cohabitation estivale dans une grande maison, on était jusqu'à 19 personnes. On organise des repas partagés, on organise des randos ensemble, et puis on organise des débats, etc. Des choses que vous pourrez retrouver sur notre groupe Facebook. Alors, le titre de l'événement, là, c'était Habitat partagé, comment les trouver. Donc, j'ai aussi parlé de comment les trouver à un moment. Le Séméose, je vais juste vous présenter 2 cartes qui sont très intéressantes, qui sont des bibliothèques de cartes en fait, parce que des cartes il y en a tellement que maintenant on répertorie les bibliothèques plutôt que de répertorier les cartes. Séméose, c'est très très intéressant
C'est l'Observatoire des pratiques collaboratives et constructives qui propose environ 200 cartes, il me semble. Donc si vous cherchez les cartes d'habitat, vous verrez des choses qui vous proposent des constructions sur des chantiers participatifs avec l'association Twiza, avec plein de chantiers participatifs pour apprendre à autoconstruire en France avec des techniques innovantes. Et puis il y a aussi la carte de l'habitat partagé, de l'habitat participatif. Voilà. Donc il y en a plusieurs qui existent en plus. Et puis là c'est tout ce qui est un peu utopie concrète autour de l'habitat, donc ça peut être des éco-villages, ça peut être juste une ferme avec 10 personnes, avec 5 personnes, voilà. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour de Paris, et puis il y a aussi beaucoup de choses qui se font dans le sud, parce que c'est plaisant d'habiter dans le sud, et la Bretagne, parce que c'est aussi plaisant d'habiter là où il fait jamais trop froid, mais toujours un peu quand même. Là je vous présente des éco-lieux. Donc éco-lieu, en fait, grosso modo éco-village, éco-hameau, éco-lieu. J'utilise éco-lieu, c'est le terme générique. Souvent, c'est pas du tout des villages, hein, il y a 5 personnes, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ce qui existe autour de Paris. Si vous voulez prendre contact avec les gens qui habitent là-bas, souvent ils sont un peu plus ouverts que dans les cohabitats parce que c'est des personnes qui aiment beaucoup partager et surtout qui ont besoin de coups de main pour faire de l'agriculture ou pour monter des murs, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ouverts à tout le monde, mais vous pouvez toujours tenter. Une autre carte, une autre bibliothèque de cartes que j'aime beaucoup, c'est pas celle-là. Parce que ça c'est une vieille carte qui est sur le CME, c'est juste pour illustrer que c'est les écolieux, en fait, il y a 90% des groupes qui veulent se former en écolieux qui ne font jamais. Et même les gens qui vont faire un moment disparaissent très tôt, souvent. Donc là j'ai mis en rouge les éco-villages qui sont répertoriés sur le CME et qui n'existent plus. Donc aussi, avant d'aller quelque part, vérifiez bien qu'ils existent encore, c'est important. Oui, les cartes ne sont pas forcément actualisées. En fait, les gens, quand ils créent des choses, ils disent qu'ils existent, par contre, ils oublient de dire qu'ils ont disparu. Je vais partir sur un petit historique des communautés intentionnelles. Alors, une communauté intentionnelle, c'est un terme qui est plutôt canadien, qui désigne des ensembles de personnes qui ont choisi de vivre ensemble dans un projet commun, souvent alternatif, et puis avec une forme organisationnelle architecturale définie. Donc les premières qui ont existé, c'est les communautés religieuses, moins 600 avant notre ère. C'est par exemple les ashrams et puis leurs gourous, un truc qu'on retrouve beaucoup dans les années 80 aussi. Petit gourou. Et puis, à partir du 3e siècle de notre ère, on a des monastères qui se mettent en France. Donc les monastères, c'est pas un truc qui est fini, il y a encore 25% des monastères qui se sont formés dans le dernier millier d'années. Il y a encore 25% des monastères qui sont encore en activité, ça fait 79 communautés en France. Donc en fait, il y a beaucoup de communautés en France qui sont des communautés religieuses. Mais parmi ça, on a les bénédictins, les communautés cisterciennes, les communautés trappistes et évidemment les communautés chartreuses. Ensuite, le deuxième type de communauté intentionnelle, c'est les communautés politiques. Donc à partir du XXe siècle, avec le mouvement sioniste, on a les kibbutz qui s'installent dans la région Palestine-Israël. Et un écolieu qui est très très emblématique de ce qui s'est fait dans le mouvement libertaire, qui est inspiré du libertarisme et de l'anarchisme, c'est Longomaille, la coopérative Longomaille. C'est copains de beaucoup de monde, ils existent depuis 1973, et puis ils sont surtout très très actifs dans ce qui est militant. C'est une communauté internationale qui a été formée à l'origine par surtout un Français, mais des gens qui venaient de Suisse et qui venaient d'Autriche. C'est une coopérative agricole artisanale autogérée, anticapitaliste, sans propriété privée, et qui est laïque et libérale, et qui existe encore et qui existera encore longtemps, c'est ce que veut dire Longomaille. Pour avec ça. Et donc, après, une chose que vous connaissez bien, et qui est restée beaucoup dans l'imaginaire collectif, ce sont les communautés 68 qui sont venues après le mouvement de 68, qui sont des communautés qui ont germé dans les années 71, 72, 73 et qui ont très très vite disparu. Donc c'était beaucoup de gens qui étaient en opposition contre le système. Donc ce qui a rassemblé ces personnes, c'est contester la société de consommation, puis contester aussi la tradition française qui était un peu trop rigide pour ces personnes-là. Et donc ça pouvait être soit des communautés campagnardes, qui étaient souvent un peu plus strictes et qui étaient un peu plus poussées dans l'action, ou alors dans le changement, ou alors des communautés urbaines. Ça a été des communautés de combat politique,
comme le Larzac, qui a été une lutte contre l'établissement d'un camp militaire entre 71 et 80, donc c'est à peu près l'équivalent de Notre-Dame-des-Landes de ces années-là. Des communautés religieuses, avec la communauté de l'Arche qui a été investie par des spiritualistes, enfin des gens pas très recommandables, mais qui maintenant vidés de ces gens-là, et vous pouvez visiter, et c'est une communauté qui est très très dépaysante, communauté chrétienne. Et puis il y a eu des communautés de rupture, donc c'est un peu l'idée qu'on se fait des communautés hippies, où vous essayez de réinventer la vie en apportant plus de spiritualité, avec des spiritualités New Age, dont je vais parler pour les décennies suivantes, et puis de liberté sexuelle. Donc ce mouvement des communautés 70, ça a été jusqu'à 500 communautés en France, c'est énorme, avec jusqu'à 50 000 membres en été et 5 000 à 10 000 membres permanents tout au long de l'année. Ça a été aussi de nombreux échecs, donc quelque chose qui est resté dans l'imaginaire français. On s'est dit que les communautés, de toute façon, ça ne marchait pas. Donc ça a été des gens qui ont posé des pierres, mais c'est aussi des gens qui nous ont laissé une opinion défavorable vis-à-vis des communautés. Un truc qui se retrouve énormément aussi avec les années 80. Alors les années 80, c'est la fin de l'exode rural en 75, et puis après ça a continué avec plein de néo-ruraux qui commencent à s'installer à la campagne, souvent entre 25 et 35 ans, ce qui est à peu près le public aussi qui est toujours intéressé par les écolos maintenant. Et puis aussi avec le New Age dans les années 80. Alors, donc ça c'est un néo-rural qui fait du jardinage dans du plastique. Le New Age, c'est un mouvement religieux très très varié, en fait, qui récupère un peu partout. Donc c'est les spécialistes de l'appropriation culturelle, on n'appelait pas ça encore comme ça. Et ça a été marqué, entre autres, par la convergence harmonique de 1987, qui a réussi à réunir 144 000 personnes qui pensaient faire rentrer le monde dans un cycle de paix en se réunissant tous ensemble pendant 2 jours. Ça n'a pas marché. En se réunissant tous ensemble pendant 2 jours dans des endroits spirituels comme Stonehenge ou des endroits un peu mafieux. Donc suite à ça, suite aux années 80, ça a continué un peu à perdurer, et puis suite au déçu de 87, il y a eu quand même des trucs qui sont restés. Souvent, il y avait des problèmes avec de la pseudo-science, il y avait pas mal de charlatans qui essayaient de séduire des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'esprit critique. Et puis, surtout, un autre truc qui a beaucoup marqué dans l'opinion publique, c'était les sectes. Donc, à l'origine, le New Age, c'était des baba cool et tout ça, et bon, les gens étaient plutôt sympas avec ce mouvement-là. Par contre, avec Charles Manson, dans les années 70, et puis l'ordre du temple solaire qui s'est mis à brûler des personnes vives, etc. Dans les années 90, forcément, les communautés n'avaient plus trop le vent en poupe. Et voilà. Et c'est depuis ce temps-là aussi qu'on assimile beaucoup dans l'opinion publique des communautés à des sectes. C'est important d'en parler parce que c'est toujours présent 30 ans après. Et c'est aussi ce qui a fait que pendant 30 ans, il y a eu un marasme des mouvements communautaires où il y a eu moins de communautés qui se sont formées à cause de ces choses-là, donc c'était plus difficile. Malgré qu'en 90 apparaisse le mot éco-village, donc éco-village ou éco-truc en général. Ce mot est apparu au sommet de Rio, donc à l'ONU, et puis il y a eu des structures internationales qui se sont dit qu'ils allaient développer ce qu'étaient les éco-villages, c'est-à-dire des exemples de ce qu'on peut faire pour être en harmonie avec l'environnement et continuer à vivre de manière agréable, en alliant simplicité volontaire, protection de l'environnement et puis l'utilisation de ressources naturelles renouvelables. Donc ça, ce sont des mouvements qui ont été très forts dans les années 90 et qui en plus avaient énormément de visibilité et puis qui ont assez mal su prendre le virage internet et du coup qui ont eu moins de visibilité et qui n'existent plus trop en France actuellement. Et donc dans l'éco-village, on essaye d'avoir non seulement de protéger l'environnement, mais en plus ça apporte de l'humain à l'intérieur avec des processus décisionnels collectifs. On essaye d'augmenter le relationnel. Donc c'est pas une vie de riche, mais c'est une vie riche. Et puis on essaye d'avoir un mode de vie sain, etc. Et de réhabiliter et investir les zones rurales, ce qui est d'ailleurs pas top pour l'étalement urbain ou alors pour ce qui est prendre la voiture. Souvent les personnes qui étaient dans ces éco-hameaux finalement n'ont pas forcément un impact climatique qui est moindre que ce qui est maintenant. Ah, j'ai 5 minutes. Ouais, merci.
Ouais, Kaizen. Alors après ça, il y a le mouvement Oasis, sobriété heureuse et lien social. Donc ça, c'est le renouveau des années 2000. Donc le Kaizen, c'était en 2015, qui présentait 100 lieux qui sont portés par les Oasis et les Colibris, et qui sont super actifs, qui ont fait le film Demain aussi, qui a fait parler des communautés, où on reprend un peu tout ce qui existait avant, mais on garde le bon et on jette le mauvais. Quoique. Donc on veut mener une transition écologique au niveau local, une personne à la fois. C'est l'histoire du colibri qui essaye d'éteindre un incendie à lui tout seul. On verra si ça marche. Et puis peut-être le futur, avec des intervenants qui sont ici et à qui vous pourrez parler après la conf. C'est éventuellement des communautés qui sont dédiées au survivalisme et à la résilience dans un monde post-industriel. Peut-être notre futur à tous. Alors si vous ne connaissez pas la thématique des effondrements de civilisation, je vous encourage à lire ce bouquin-là, ou alors à regarder sur internet, il y a plein de choses intéressantes, et puis c'est pas très diffusé, alors que c'est très intéressant. Il y a aussi une page Facebook qui est très bien faite là-dessus, et une page Wikipédia, pardon. Wikipédia est très important. Et un des intervenants tout nouveau, qui a moins d'1 an sur Paris, c'est le réseau Topia, qui essaye de regrouper des personnes qui ont envie de créer des cohabitats, que ce soit des lieux, des communautés autonomes et résilientes, donc qui produisent de la richesse et qui produisent des matériaux et des manières d'habiter, plein de manières différentes pour pouvoir résister à des grands changements qui pourraient être à venir avec des crises mondiales. Ils ont pour ambition de créer des groupes à la fois dans Paris, en Ile-de-France, avec Thibaut qui va lever la main ici et qui est porteur d'un projet en Ile-de-France, et puis des projets qui vont sortir à peu près tous les ans dans la région de Lyon et puis ailleurs en France. Donc ils s'intéressent évidemment à la prise de décision collective et puis aussi à tous les moyens de gérer la nourriture, l'habitat, etc. Et puis il y a aussi le collectif Maintenant. Je ne sais pas s'il y a des personnes de Maintenant qui sont présentes aujourd'hui. Non, apparemment. Qui est un collectif qui s'inspire beaucoup de ce qui a été fait à Détroit. C'est une ville aux États-Unis qui est déjà passée dans l'ère post-industrielle, où ils font beaucoup de récupération, ils réinvestissent des lieux qui sont abandonnés, ils organisent des squats en Ile-de-France, c'est à Paris. Et je vais m'arrêter bientôt. Et donc si vous êtes intéressés, eux aussi sont très actifs maintenant, ils sont assez récents, puis ils essayent de regrouper toutes les personnes qui s'occupent de ces idées de réappropriation des terrains abandonnés en Ile-de-France. Et donc voilà, il y a une espèce de communauté d'associations qui est en train de se monter sur Paris et qui fait beaucoup d'événements. Non, c'était la fin de ma présentation. Merci. Alors, moi, je suis sur l'assaut vers l'écolieu, que j'ai présenté au tout début, et qui essaye d'être inclusif du plus grand nombre de projets possibles, en fait, et du plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'habiter tous sur un terrain collectif pour être là, et que les personnes, en fait, on essaye de proposer un modèle complet, mais qui est vraiment fait en fédérant plein d'associations. C'est-à-dire faire ce que font les écolieux ou les écovillages traditionnels avec de l'habitat, des repas partagés, de la spiritualité éventuellement, de l'art, du travail, etc. Mais au lieu d'imposer ça à tout le monde, en fait, c'est vraiment à la carte, et ça donne la possibilité on essaye de donner la possibilité au maximum de personnes possibles de rejoindre ça, en étant aussi attentif à l'inclusivité. J'ai pas beaucoup parlé de féminisme ou de lutte contre les oppressions, mais c'est des choses qui sont très très importantes pour tous les collectifs qui se font maintenant, ce qui n'était peut-être pas le cas dans les années 70 où il y a eu beaucoup de choses assez sales. Voilà. Merci, puis on va rester tous pour des questions et je vous remercie d'être venus. Il faut libérer la recyclerie, sinon on va se faire taper. S'il y a quelqu'un qui a des questions, je peux passer le micro. Bon. Et si vous êtes intéressé aussi par toutes ces assos-là, on va mettre plein de liens sur l'événement Facebook de toutes les assos que j'ai présentées, et ça vous donnera l'occasion d'adhérer au newsletter, d'aller sur les groupes Facebook, ou alors de mettre le site en favori. Je ne parle pas très bien français, mais je n'ai pas bien compris quel est votre rôle là. Donc vous avez déjà trouvé des endroits et vous cherchez les gens pour habiter ces endroits, n'est-ce pas?
Donc si la question est pour en fait que ce soit Topia ou vers l'écolieu, on part du principe que d'abord, avant de fonder quelque chose, il faut que les personnes se rencontrent et partagent leurs projets. Donc là, ce que nous on fait à vers l'écolieu pendant 3 ans et ce que fait aussi Topia, c'est faire se rencontrer des personnes, faire partager les projets. Et ensuite, ces personnes-là, une fois qu'elles se sont fondées en groupe et se sont rassemblées, décident de ce qu'elles vont faire ensemble. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est de la communication pour faire savoir que c'est possible et qu'on est des acteurs de ça. Et on porte des projets pour développer les connaissances qui permettent de s'installer. Ce que fait aussi le CAP pour l'habitat participatif. En fait, on est des... Voilà. Donc Topia, c'est une pépinière de projets. Et vers l'écolieu, c'est un seul projet pour un seul voisinage. On essaie de créer le collectif. Voilà. Et au niveau des architectes, en fait, ça dépend des projets. Alors, il y a des personnes qui sont intéressées par faire de l'autoconstruction. Du coup, ça ne les intéresse pas forcément. Mais après, sur ces projets d'habitat participatif, ou alors sur les projets d'écolieux, ce sont les sous-groupes de vers l'écolieu qui sont autonomes et donc qui cherchent elles-mêmes les moyens d'habiter. C'est pas vers l'écolieu qui va donner les moyens aux personnes de trouver leur logement, etc. C'est des sous-groupes qui forment des colocations et qui vont chercher leur grand appartement ou leur maison ensemble. Ce sont les sous-groupes qui vont acheter un terrain ensemble et puis construire des maisons individuelles, ou alors ça peut être des personnes qui ont juste envie d'avoir leur propre maison sur leur propre terrain, mais qui vont participer à plein d'événements associatifs et plein d'associations en faisant des discos souples, de récupération d'invendus et puis de la distribution, en faisant des cafés libres, en faisant des cinémas libres. Donc dans la mouvance libertaire, tout ce qu'on fait, en fait, ce sont des choses où les gens sont libres de payer, enfin les personnes sont libres de payer ce qu'elles veulent. Et puis on peut avoir aussi des projets plus dans le capitalisme, mais en cherchant de faire des sociétés alternatives. Donc par exemple la mutualisation de biens avec des mutuelles d'habitat pour des personnes qui sont des personnes âgées mais qui sont indépendantes et qui peuvent créer leur propre habitat et vieillir ensemble. Enfin ça peut être plein de choses comme ça. Et c'est plein de sous-projets en fait au sein de vers l'école.